Eh bien bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur le S-Max, comme je vous avais promis sur la dernière vidéo, pour un nouveau petit souci que j'ai découvert un peu par hasard. Alors, je vais vous raconter la petite histoire pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé là. C'est que avec les froids qu'il a fait ces dernières semaines, je trouvais que la voiture avait de plus en plus de mal à démarrer, donc je suspectais bien sûr la batterie. Et bon, habituellement, je sors le multimètre, je prends la tension de la batterie. À la limite, je fais un petit démarrage pour voir à combien tombe la batterie au moment du démarrage. Et puis je me suis dit, ben, j'ai un petit lecteur de code, peut-être que lui va me donner la tension de la batterie. Puis ce sera l'occasion de jouer un peu avec, hein, parce que j'ai pas vraiment souvent l'occasion de jouer avec. Donc je suis venu me brancher sur la prise OBD et je suis venu regarder. Alors je suis allé dans le flux de données parce que je pensais que c'était là que j'allais trouver cette info. Et bien sûr, il ne donne pas la tension de la batterie. Ce qui est dommage parce que je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être très très compliqué à mettre en place sur un appareil de ce type. Bon, enfin peu importe, c'est pas le sujet. Et donc je fais visu des données. J'espère que vous voyez bien avec le reflet. Donc moi j'avais regardé la liste complète, mais je vais vous sélectionner juste les deux données qui m'intéressent. Donc c'est ECT et IAT en français. Donc ECT c'est Engine Coolant Temperature, donc c'est la température de liquide de refroidissement. Et IAT c'est Intake Air Temperature, donc la température à l'admission, la température de l'air à l'admission. Et donc comme vous pouvez le voir, la température du liquide de refroidissement est à -1, alors que la température à l'admission est à 25. Aujourd'hui on a une quinzaine de degrés à l'extérieur, ce qui est très doux et très agréable en ce moment. Mais cette différence de température est quand même très très élevée. Une température à -1 alors que la température de cette nuit n'a pas dû descendre bien bas. Je sais pas, je crois qu'ils ont dû annoncer cette nuit 12 ou 13 degrés ce matin au petit matin. Donc je sais même pas s'il est descendu sous les 10 degrés. Donc bon, -1 ça me paraît quand même très très bas. Donc j'ai fait quelques petites recherches, je suis allé sur le site que je vous ai montré dans la dernière vidéo, le workshop manual. En farfouillant un peu, j'ai fini par trouver quelques infos sur la sonde. Alors la sonde ECT, c'est pas ECT, c'est une sonde CHT, Cylinder Head Temperature, donc c'est la température de la culasse en fait. Donc c'est une sonde qui fonctionne un peu différemment des sondes classiques. Peut-être que je vous expliquerai ça tout à l'heure à un autre moment. Mais peu importe, toujours est-il que dans les infos que j'ai trouvées, il ne devrait pas y avoir entre la température du liquide de refroidissement et la température de l'admission, il devrait y avoir une différence de 2 degrés environ. Donc là on en est très loin. Donc vu que au tableau de bord j'avais une température qui était plus cohérente avec la température de l'admission, j'en ai déduit que c'était la somme de température du liquide de refroidissement qui était HS. Donc j'ai commandé la pièce. On va la remplacer, a priori c'est pas très compliqué, je pense que c'est à la portée de pas mal de gens. Il faudra juste prévoir une ou deux petites choses que je vais vous montrer incessamment sous peu. A tout de suite, je vous montre ce qu'il vous faut et on va se mettre au travail. Alors on se retrouve sur la tablette, on va aller sur le site Workshop Manual pour que je vous montre les petites infos que j'ai trouvées. Si ça veut bien accélérer un peu. Alors, donc on va être dans Powertrain, c'est tout ce qui concerne la transmission, le moteur. On va aller dans la rubrique Engine Cooling, refroidissement.
Hop, pardon. Description et opération. Diagnostic et test. Donc voilà comment on arrive à trouver ces petites infos. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme info? Alors les symptômes, j'en ai pas vraiment, donc on va pas trouver dans les symptômes quelque chose qui va nous amener à une solution. Par contre, donc ici on a les différentes définitions des différents capteurs, enfin ou des différentes abréviations. Donc bon, pour résumer, ils expliquent que le signal envoyé par le capteur d'admission, de la température d'admission, il faut le tester à froid après une nuit après que le moteur est refroidi toute une nuit. Et on peut, dans ce cas-là, on peut comparer le signal du capteur de température du liquide de refroidissement, et on devrait trouver entre les deux soit la même valeur, soit 1 à 2 degrés Celsius, parce que c'était écrit en anglais, donc les anglo-saxons aiment bien utiliser les degrés Fahrenheit. Donc là, il précise bien que c'est en degrés Celsius, donc 1 à 2 degrés d'écart entre les deux. Voilà, donc moi dans mon cas, on est à il faisait 24, on avait moins 1, donc on a 25 degrés d'écart, ce qui est énorme. Voilà, donc oui, bon, après ils expliquent qu'on peut utiliser, parce que avec le petit lecteur de code défaut, là, on peut avoir le graphique de la température. Donc on peut surveiller la température, la hausse de la température du moteur sous forme de graphique, et ils expliquent que la température va monter aux alentours de 92 degrés, je crois. Et puis à l'ouverture du thermostat, on devrait voir une légère chute de la température avant que ça remonte et puis que ça fasse ces espèces de petites oscillations là entre l'ouverture et la fermeture avec l'ouverture et la fermeture du thermostat. Voilà. Donc ça, c'était pas ce dont je voulais vous parler. Ensuite, je crois que c'était à peu près tout. Voilà, alors ce qui m'a été aussi utile, c'est ce petit tableau qui donne les valeurs du signal en volts en fonction de la température. Donc ici on a 1 volt 33 à 60 degrés et on a 0,27 volts à 120 degrés. Donc ça veut dire qu'il faudrait pouvoir brancher le multimètre sur le capteur en faisant tourner le moteur, surveiller la montée de la température puisque le lecteur OBD le fait, surveiller la montée de la température et contrôler à chaque palier, c'est-à-dire à 60 degrés, qu'on a bien un 33, ainsi de suite. Bon, c'est un petit peu long, pas infaisable, mais un petit peu long. Et à côté de ça, j'ai trouvé sur internet ce petit tableau. Donc c'est pour une Ford Mustang 5 litres, donc V8 5 litres, donc pas du tout le même moteur. C'est probablement, probablement pas le même capteur. Mais j'ai trouvé, donc je me suis calé sur les températures de 60 à 120 degrés et je regardais les valeurs en voltage qui vont avec à 0,02, 0,03 volts, ce sont les mêmes valeurs. Donc j'en ai déduit que en dessous de 60 degrés, on devrait avoir les mêmes valeurs. Donc en volts, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait dans ce tableau, c'est surtout que on a la résistance de la sonde en kOhm. Donc on peut déjà tester, on va le faire d'ailleurs tout de suite. On va pouvoir tester la pièce neuve. Pardon. Dans le garage, il fait une quinzaine de degrés. Donc on se trouve dans la plage 10-20 degrés. Et on devrait donc être entre 37 et 59 kOhm. Donc on va prendre le multimètre. Je peux éteindre la tablette, on n'en a plus besoin pour l'instant. On va prendre le multimètre et on va tester tout simplement la résistance en mettant une borne sur chaque connexion. Je vais dézoomer un peu, qu'on y voit un peu mieux. Voilà. Donc on va mettre le multimètre sur 200 kOhm puisqu'on cherche des valeurs inférieures à 200 kOhm.
On va mettre une pointe de touche sur un des contacts. On va faire comme ça. Le schéma qui glisse. Comme ça. L'autre sur l'autre broche. Et on devrait, voilà, on a, là on a 40, ah oui, attends que ça se stabilise un peu, 42,6 kOhm. J'ai dit qu'il fallait qu'on soit entre 37 et 59. Donc entre 37 et 59, et bien, notre valeur est bonne, donc notre sonde neuve est en pleine forme. Parce qu'il faut savoir que ça peut arriver d'avoir des pièces neuves mais qui ne fonctionnent pas. Donc on a au moins l'assurance que notre sonde fonctionne. Donc pour ce qui est de la sonde, des valeurs de résistance et de comment tester, comment être sûr, bon ça c'est fait, donc on testera bien sûr la pièce d'origine quand on la retirera, ou même avant de la retirer, on pourra la tester d'ailleurs. Bon, on se contentera de la température ambiante indiquée par l'ordinateur de bord. Donc on devra trouver une valeur, ça sera approximatif, on n'aura pas la température exacte, mais ça nous donnera une fourchette de valeur, donc on devra se servir à nouveau de ce petit tableau pour trouver la bonne résistance et voir si la résistance est bien dans les clous ou pas. Alors ensuite au niveau outillage, il va pas vous falloir grand chose de particulier, hein, parce qu'il va falloir retirer la boîte à air pour se faire de la place. On va retirer aussi il y a un renifleur, le renifleur d'huile, mais ça c'est 3 colliers à défaire avec une pince, tout ce qu'il y a de plus banal. On va peut-être aussi déboîter le filtre à gasoil parce que le capteur se trouve en dessous. Donc juste le déboîter, le soulever pour pouvoir avoir accès au capteur. Et à part ça, c'est à peu près tout. Alors, je dis que c'est à peu près tout, mais il va quand même vous falloir une douille spéciale. Donc c'est une douille fendue. Alors celle-là, c'est moi qui l'ai customisée, bien sûr. Ça se voit, je pense. Il existe une douille de 15 mm avec une fente elle est vendue comme ça, spécialement faite vendue pour les sondes CHT Ford. Donc ça coûte une dizaine d'euros. Je trouvais ça sur eBay, je vous mettrai le lien dans la description. Ça m'embêtait de mettre 10 euros pour une simple douille, sachant que sur le site du fabricant de la pièce, donc sur le site de Feby Bilstein, on vous dit que l'ouverture de la clé pour démonter la sonde c'est du 15 mm, sauf que c'est pas du tout du 15 mm, mais ça c'est du 17 mm. Donc j'ai acheté une douille de 17 pour installer la douille, la sonde neuve. Donc on voit bien que c'est du 17. Par contre celle d'origine, ça sera probablement une douille de 15. Donc j'ai aussi acheté une... Et zut, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. J'ai donc acheté une douille de 15 que j'ai pas encore modifiée, qu'il faut que je m'occupe. Pour pouvoir retirer la vieille sonde. Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter la douille de 15 pour démonter la vieille sonde. Vous pouvez simplement couper le fil à ras et utiliser votre douille de 15 et virer la vieille sonde. Moi j'aimerais la garder parce que je me dis que en cas de défaillance de cette pièce dans un futur plus ou moins proche, ça me permettra d'avoir quand même une pièce de rechange, même si elle fonctionne pas comme il faut, ça me permet quand même de la brancher parce que j'ai aucune idée, et puis j'ai pas envie de faire de test, mais j'ai aucune idée de quel type de soucis ça peut m'amener de ne pas avoir de sonde de température de liquide de refroidissement. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette petite douille. Je vous mettrai aussi le lien en description en dessous. Je pense que les deux douilles, j'ai dû en avoir pour moins de 6 euros. Voilà, donc bon, après il faut avoir bien sûr des bonnes mèches et même une disqueuse, hein, parce que juste avec les mèches je pense que ça va être un peu compliqué d'avoir une ouverture aussi propre. Moi j'ai fait le premier trou en plusieurs passes avec différents diamètres de mèches. Ça, je crois que j'ai fini avec du 6,5, et ensuite j'ai fini avec un coup de disqueuse pour finir d'aplanir, et puis un petit coup de lime pour ébarber, pour pas esquinter
le fil de la sonde. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Maintenant il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Donc on se retrouve sur la voiture et on y va. Bon, quelques jours se sont écoulés depuis la dernière fois que j'ai tourné. Donc aujourd'hui je passe au remplacement donc, de la pièce. J'ai fini de préparer la petite douille de 15 que j'ai meulé pour faciliter le passage pour pouvoir récupérer mon capteur au cas où. Donc maintenant on va passer au démontage. Donc on va retirer la boîte à air, retirer le reniflard, déboîter le filtre à l'huile, à gasoil, et ça devrait nous laisser suffisamment de place pour accéder à la sonde. Donc on commence par retirer la prise du débitmètre. Il ne faudra pas oublier de rebrancher tout à l'heure. Serrer le collier du manchon du filtre à air. Attention quand on retire, notre reniflard. Donc, ce sont juste des colliers à desserrer. Il y en a un ici. Un ici. En dessous. Voilà. Donc ensuite il suffit de les déboîter. Là. Et de 3. Ensuite on va retirer le renifleur, il y a un petit écrou de 10 là en dessous, on va le retirer.
Et maintenant on peut retirer le reniflard. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc on est ici, donc le cache-culbut, on a une espèce de grosse gaine qui passe, et juste derrière, est-ce que j'ai réussi à vous la trouver? Je vais faire rentrer, elle est là-dessous en fait. Ici on a cette espèce de crochet là, et dessus on distingue, vous voyez sur mon doigt il y a un petit téton qui dépasse, et normalement la fiche est dessus, là. Elle est déboîtée. Donc elle est juste derrière, mais normalement elle est fixée dessus. Donc il faut la débrancher. Donc je ne vais pas y arriver comme ça, je vais le faire. Je propose la caméra. Et notre filtre à gasoil donc est ici. On suit le filtre à gasoil. On a une conduite ici métallique. Et ici, on a le fil de notre sonde de température. Donc la sonde de température se trouve juste derrière la gaine. Voilà, je pense que vous devez bien la voir là maintenant. On va essayer d'extraire cette sonde dans les secondes qui viennent. La première étape, c'est de débrancher, de mettre la main sur le câble de la sonde, de la débrancher à la l'aveuglette, mais c'est pas dur, c'est pas compliqué. Donc ça c'est débranché. On va juste soulever le filtre à gasoil. On va essayer de faire venir ici. Bon, le moteur est chaud, donc là je ne vais pas pouvoir trop faire le test de résistance de la sonde, de l'ancienne sonde. Mais quand je l'aurai extraite, j'essaie de le faire à froid dans le garage quand elle aura baissé en température, quand il sera à peu près à la température ambiante. Donc là maintenant je vais essayer de voir si ma douille de 15 s'adapte bien, si j'arrive à la faire passer. J'espère que ce soit la bonne dimension. Oh yes! Oh yes! Donc, j'espère bien que c'est pas un complète tout à fait. On était pas serré. On était vraiment pas serré. Donc le premier blocage ça va. Ça va être serré à 25 Nm. En faisant tourner le fil, ça a l'air de venir tout seul. Voilà, donc notre ancienne sonde. Je ne sais pas si vous voyez grand chose parce que notre ancienne sonde, elle n'est pas sale, il n'y a rien de particulier à voir, à détecter. Donc voilà, on va mettre la nouvelle en place, on va comparer avec l'ancienne. Voir si les pas de vis correspondent, ça alors, si les dimensions correspondent. Donc le pas de vis correspond. Il y a d'avoir un peu plus de filets sur celui-là que sur celle-là. On a qu'il y a 3 filets là et là il y en a 4. Mais en longueur ça semble être les mêmes. Donc j'ai juste contrôlé qu'il n'y ait pas de cochonnerie au niveau de l'orifice. On va mettre la nouvelle sonde en place.
Alors, ça y est, la sonde est entièrement vissée. On va juste la resserrer alors. Allez. Voilà la clé dynamométrique, je l'ai à 25 Nm. Sans prumps. C'est simple de le faire à la main. Là. C'est dit 25, mais je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est largement assez scellé. À moins que je vois quelque chose. C'est dans le cas de la place. Je vais y aller. On va pas serrer à fond. Voilà, là c'est serré à 25 Nm. On va vérifier quel est bien serré. Ils sont pas endommagés. Alors, on va faire passer la prise par derrière. Voilà. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. On va remettre le filtre à visuel voilà, sur son support. Et il n'y a plus qu'à tout remonter. Donc à l'inverse du démontage, on pourra remettre la boîte du renifleur. On va pouvoir la refixer. On y va mollo. Ici là, il y a l'emplacement où vient se loger la petite tubulure. On va essayer de la guider vers cet orifice. Là. Voilà. Donc en règle générale, je pulvérise un tout petit peu de lubrifiant en silicone pour aider à insérer le clou dans le caoutchouc dans le cylindrique. Et là ça va tout seul, ça va bien. Et là on peut remettre le couvercle du filtre à air. On va commencer peut-être par mettre
C'est bon, on va rebrancher le délimètre. On va mettre son petit clip de fixation pour que ça se balade. Clic. Donc les durites c'est bon, ça c'est bon. J'ai un petit peu d'huile qui a plu. J'avais failli oublier de resserrer le collier de la durite là qui va battre extraire. Ça va éviter quelques petits soucis. Bon, nous revoilà sur le S-Max avec le lecteur OBD branché une fois que la sonde a été remplacée. Donc on peut constater qu'il n'y a pas de grande différence, ou plutôt il y a toujours une différence entre les températures enregistrées par la sonde de température du liquide de refroidissement et celle de l'admission. Alors bon, aujourd'hui il fait relativement doux, là il fait 18 degrés, donc c'est cohérent avec la température de l'air d'admission. Par contre 1 degré pour la température du liquide de refroidissement, ça c'est pas vraiment cohérent. Donc le remplacement de la sonde n'a pas été concluant, et j'ai mesuré la résistance donc de la sonde que j'ai retirée. Et par contre elle est cohérente avec la température ambiante, donc je l'ai laissé toute une nuit, et j'ai mesuré sa résistance le matin, donc j'ai comparé avec la température ambiante, et effectivement sa résistance est cohérente, donc la sonde n'est pas en défaut. C'est une erreur de débutant, hein. J'aurais dû commencer par mesurer la résistance de la sonde qui était branchée d'origine, pour vérifier qu'elle n'était pas en défaut en fait. Donc bon, je suis arrivé un peu trop vite à la conclusion que ça venait de la sonde, alors qu'en fait elle n'était pas en défaut. Donc voilà, la vidéo se termine comme ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.